Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Certains enfants comme moi tenaient la robe ou la jupe de la maman et on nous a fait marcher comme un troupeau. Je dis bien comme un troupeau, car nous étions nombreux dans le 20e arrondissement. Et on n'envoyait pas des autobus à chaque coin de rue, comme ça s'est fait ailleurs. Et de ce fait, on nous a mis dans 4 centres avant de partir vers le Veldiv. Ça, je l'ai su après, bien entendu. En ce qui nous concerne, on nous a emmenés à pied jusqu'à la Bellevilloise. Et tout le long du chemin, une image qui est récurrente. Les gens étaient massés aux fenêtres ou sur les trottoirs. Les gens nous regardaient passer. Certains faisaient le signe de croix, les larmes aux yeux. D'autres nous montraient du doigt en riant. Et je dis toujours que malgré mes 8 ans, j'ai compris que les Parisiens n'étaient pas d'accord quant à notre sort. Vous venez d'entendre un extrait de cette série exceptionnelle, la série documentaire consacrée à la rafle du Veldiv et intitulée « Récit d'un crime français ». Elle est signée Alain Lefkovitch, bonjour. Vous l'avez confectionné en compagnie de Séverine Cassard. Vous allez nous expliquer comment vous avez fabriqué cette série documentaire qui est d'ores et déjà disponible en téléchargement et qui sera diffusée la semaine prochaine sur France Culture. Et puis pour évoquer cet épisode de l'histoire de France, nous sommes en compagnie d'Annette Viviorca. Bonjour Annette Viviorca, vous êtes historienne, spécialiste de la Shoah, directrice de recherche honoraire au CNRS. Alain Lefkovitch, quelques mots sur cette série documentaire, sur la manière dont vous l'avez confectionnée. Eh bien, nous l'avons confectionné, comme vous l'avez dit, avec Séverine Cassard, à la manière dont on confectionne la série documentaire, LSD, la série documentaire, et puis également en imaginant que cette série documentaire puisse également être un podcast téléchargeable ad vitam aeternam sur le site de France Culture. C'est un peu comme ça qu'on l'a construite, en déconstruisant un petit peu la façon dont on fabrique des LSD habituellement, c'est-à-dire 4 fois 1 heure, et là on a décidé donc, puisque le sujet s'y prêtait, d'en faire 8 épisodes d'une demi-heure. C'est une série documentaire pour l'histoire et pour la mémoire. Elle a été réalisée en partenariat avec le Mémorial de la Shoah et nous sommes en duplex avec Karen Tayeb. Bonjour. Bonjour. Karen Tayeb, vous êtes responsable des archives au Mémorial de la Shoah. On entend de nombreux témoignages dans cette série documentaire. On imagine que c'est particulièrement précieux pour l'institution que vous représentez. Oui, absolument. On a profité de cette aventure avec Alain pour compléter encore nos témoignages, aller rechercher encore une fois la parole des témoins, ceux qui ont survécu, ceux qui ont assisté, ceux qui n'avaient pas encore parlé. Et toute cette matière, bien entendu, elle est mise à disposition des historiens, des étudiants, de tous les publics qui souhaitent se renseigner et s'informer sur cette histoire. On apprend énormément de choses sur la rafle du Veldiv grâce à cette série documentaire. On apprend par exemple qu'il aurait pu être question de l'affaire le 14 juillet et puis finalement on a considéré que c'était un symbole, comment dire, fâcheux. Alors elle a été faite le 16 juillet. Pourquoi s'agit-il d'une date particulièrement importante, Annette Viviorca ? C'est une date particulièrement importante parce que pour la première fois, on arrête des femmes et des enfants. Il y a eu d'autres arrestations de masse avant, mai 41, août 41, décembre 41, parce que c'est la première arrestation de masse qui est réellement dans le cadre de la solution finale, je mets bien évidemment des guillemets, de la question juive. Et le dernier élément, c'est que presque 13 000, un peu moins de 13 000 juifs, hommes, femmes, enfants, parmi eux 4 000 enfants, pour la majorité d'entre eux français, sont arrêtés et que c'est l'arrestation la plus massive. Donc c'est resté le lieu de mémoire de la Shoah en France et on peut dire que c'est vraiment à juste titre, que ce n'est pas une distorsion de la mémoire.
c'est un crime français, et dans la série documentaire, il est dit à quel point les gendarmes français ont participé à cette rafle. Si on devait essayer d'évoquer les responsabilités, Annette Viviorca. Alors, vous dites que c'est un crime français. C'est le titre. C'est le titre. Bon, c'est quand même un crime qui est décidé par les nazis, qui est décidé dans une espèce de petit Wannsee qui se tient en juin 1942. Mais c'est un crime qui est effectué par la police parisienne, par la police française, par ceux que les gens un peu plus âgés ont connus, c'est-à-dire les policiers en pèlerine sur leur vélo, et parfois par le policier du commissariat de quartier que les gens connaissaient. Donc je dirais que le crime est français par le fait qu'on a utilisé les fichiers tenus par la préfecture de police, parce que ceux qui l'ont perpétré sont français, mais je dirais que c'est aussi un crime nazi, parce que la décision vient des nazis. Alain Lefkovitch. Peut-être faut-il préciser que c'est un crime français parce que toute l'administration française s'est mise en ordre de marche pour que cette rafle ait lieu. Et puis parce que la France est dans une situation complètement atypique. C'est un pays qui est occupé à moitié et c'est une rafle qui est effectivement organisée et faite par près de 9000 gendarmes et policiers, ce qui n'aura lieu nulle part ailleurs en Europe occupée par les Allemands. Il y a énormément de témoignages sur la rafle du Veldiv, très peu de photos. Je crois même qu'il y a une seule photo où on voit les autobus verts à l'extérieur du Veldiv. Karen Tayeb, vous qui êtes responsable des archives au mémorial de la Shoah, le fonds qui documente la rafle du Veldiv, ce fonds est-il aujourd'hui important? Y a-t-il des manques, si vous deviez nous le présenter en quelques mots? Ce fonds est important, bien connu et largement utilisé par les historiens, que ce soit Annette Viviorca, Serge Klarsfeld, Laurent Joly, mais même Claude Lévy et Paul Tillard qui ont publié la première étude sur la rafle du Veldiv. D'ailleurs, Claude Lévy a lui-même déposé ses propres archives qui comportent notamment les recherches qu'il a menées pour la réalisation de l'ouvrage. Donc, tous ces documents sont effectivement accessibles, complémentaires des documents remis par les familles, notamment les archives privées dans lesquelles on va trouver évidemment les témoignages, mais également les lettres qui ont très rares été écrites du Veldiv et qui nous donnent des informations immédiates sur la réalité de l'internement dans l'enceinte du Veldiv et dans les camps de Pithiviers et Bonne-de-la-Rolande dans les jours et les semaines qui ont suivi. Donc, à cela s'ajoutent également les documents administratifs issus du service anti-juif de la Gestapo, où on va trouver tous les documents relatifs aux tractations entre les nazis et la police française et le gouvernement de Vichy pour la mise en place de la rafle. C'est là aussi complémentaire de documents qu'on va trouver dans les archives de la préfecture de police. Et puis, ce sont également les témoignages que nous avons recueillis depuis plusieurs années, audio et vidéo, des témoins qui sont eux aussi consultés et consultables. Par contre, vous l'avez dit, en termes d'iconographie, il y a très peu de choses. Les photos qui étaient longtemps présentées comme représentant l'enceinte du Veldiv avec les Juifs internés ont été identifiées assez tardivement par Serge Klarsfeld comme étant en fait les photos des collaborateurs internés au Veldiv après-guerre, en 1944. Et il n'existe finalement qu'une seule photo qui est clairement identifiée comme étant datée du 16 juillet 1942, celle où on voit des bus garés devant l'entrée du Veldiv avec quelques policiers et quelques personnes sur le trottoir. Annette Viviorca, Pithiviers, Bonne-la-Rolande, qu'est-ce que c'est? Pithiviers et Bonne-la-Rolande, ce sont deux camps jumeaux installés dans le Loiret et qui ont servi à
interner les familles, les femmes et les enfants. Au Veldiv, au moment de la rafle, tout le monde n'a pas été conduit au Veldiv. Une partie des raflés, ceux qui étaient célibataires ou les couples sans enfants, ont été conduits à Drancy, qui, à partir de ce moment-là, est vraiment le camp de transit vers Auschwitz, et ont été conduits à Pithiviers-Beaune-la-Rolande uniquement les couples avec enfants. Et c'est là que se déroule cette histoire. Bon, on a toujours du mal à dire que c'est plus tragique ou moins tragique, mais qui a un tragique particulier, qui est le fait que Laval attend la réponse d'Eichmann à l'autorisation de déporter aussi les enfants, parce qu'au départ, la déportation des enfants n'était pas prévue. Et dans l'attente de cette déportation, les gendarmes séparent les enfants de leur mère. Et un tragique particulier de ceux qui ont été arrêtés dans cette rafle, c'est que les enfants partent après leurs parents et partent tout seuls. Il y a le témoignage de Georges Wellers. Alors cette fois-là, c'est un témoignage filmé au procès Eichmann qui raconte l'arrivée de ces tout-petits à Drancy pour être déportés, qui est un des témoignages les plus poignants. L'interprète à Jérusalem qui traduit Wellers pleure en faisant la traduction. Je vous propose d'écouter l'un de ses enfants, Henri Liedenstein, arrêté le 16 juillet 1942 à 12 ans. Les premières images, c'est le bus dans lequel on monte, avec les bagages. C'est ça les premières images que j'ai. Après, j'ai une image, celle du premier centre de regroupement, mais sans détail. Et puis ensuite, l'image de l'entrée au Veldiv. Et c'est le cauchemar qui commence. Je ne peux pas dire autrement. Je vois comment on descend dans la rue encadré par les policiers, comment mon meilleur copain, juif aussi, est arrêté et descend avec sa famille. Les gens qui pleurent, les femmes qui pleurent, j'en vois. C'était extrêmement bruyant entre les gens qui hurlaient, qui pleuraient, et les flics qui donnaient des ordres. C'est ça que je revois. Mais c'est relativement flou. Je le vois, mais c'est flou. C'est une espèce de mélange. C'est une ambiance plutôt. Un autre extrait de cette série documentaire que vous avez confectionnée, Alain Lefkovitch. Faire parler ces témoins, les trouver peut-être. Comment vous y êtes-vous pris ? Alors pour les trouver, j'ai demandé à Karen Tayeb et aux ressources du Mémorial de la Shoah, qui a fait un travail extraordinaire depuis plusieurs années pour retrouver donc ces derniers témoins. Et puis pour les faire parler, eh bien, je les fais parler comme un enfant questionnerait une grande personne, en m'arrêtant sur tous les détails qui peuvent moi m'intéresser, parce que finalement ces gens vous racontent des histoires inimaginables. On a du mal à imaginer, à se mettre à leur place, à visualiser, à ressentir, à parler ou à imaginer leurs émotions à l'époque. Et donc, moi, je m'arrête sur tous ces petits détails et j'essaye de creuser encore pour aller au bout de la question. Mais oui, puisque chaque personne qui est là pour témoigner, c'est évidemment un miracle. D'ailleurs, Henri Liedenstein vous a raconté, Alain, son évasion du Veldiv. Karen Tayeb, vous conservez ces histoires qui sont des histoires de vie, des histoires terribles, des histoires aussi miraculeuses, comme je l'ai dit, puisque par définition, on a affaire à des survivants. Oui, ceux qui nous parlent du Veldiv aujourd'hui, ce sont soit ceux qui ont réussi à s'échapper, comme Henri, effectivement, ou comme Sarah Montard, ou comme d'autres encore qui ont livré leurs témoignages dans des publications ou des émissions, mais quelques rares également qui ont été déportés et qui sont rentrés de déportation. Donc ceux-là sont effectivement plus rares, et leur témoignage sur le Veldiv est d'autant plus court que c'est pas le fait marquant
camps dans leur histoire de déportés. Donc, les questionner sur l'enceinte du Veldiv, ce qui s'est passé pendant ces 3 jours, c'est très difficile d'obtenir des informations extrêmement précises, puisque ensuite ils ont été déportés, ils ont vécu Auschwitz, les camps, le traumatisme du retour également. Donc, la collecte des informations sur ce qui s'est réellement déroulé lors de la rafle, leur cheminement jusqu'à l'enceinte sportive, les quelques jours qu'ils ont passés à l'intérieur du camp, comme le dit Henri, ce sont plutôt des flashs que des souvenirs précis. Une odeur, une ambiance. C'est souvent l'odeur qui revient dans les témoignages. Oui, effectivement, c'est un thème que l'on entend beaucoup dans cette série documentaire. Annette Viviorca, sur le plan de l'histoire, sur le plan historiographique, est-ce qu'aujourd'hui, cet épisode est un épisode parfaitement connu? Est-ce qu'il y a encore, je ne sais pas, des zones d'ombre? C'est un épisode, à mon avis, qui est globalement bien connu. Karen a parlé du premier ouvrage. Je l'ai encore dans l'œil, c'était cette collection ce jour-là chez Lafon, et c'était le livre de Paul Tillard, qui était un ancien déporté de Mauthausen, et de Claude Lévy. Donc ça a été le début de l'historiographie. Ensuite, il y a tous les travaux de Serge Schwarzfeld, et notamment dans son calendrier de la persécution, il y a toutes les documents et toutes les négociations qui ont été les négociations entre Vichy et les nazis, qui portaient sur le nombre, sur l'âge. Donc on peut suivre vraiment pas à pas la préparation de la rafle. Et puis ensuite, globalement, on connaît le rôle de la police française. Alors en histoire, on peut toujours revisiter. Mais moi, j'aime bien dire que on a une profession où le savoir est cumulatif et qu'il n'y a pas de Big Bang. C'est-à-dire que n'arrive pas quelqu'un qui va faire une révélation sur ce qu'était la rafle du Veldiv. On écoute un 3e extrait, L'évasion d'Henri Lindenstein. J'ai attendu une relève et à ce moment-là, il y avait déjà un certain mouvement de gens qui entraient les arrestations, mais qui sortaient aussi, parce qu'il y avait la Croix-Rouge qui commençait à intervenir. Et j'ai vu sortir probablement une infirmière que j'ai suivie le plus naturellement possible à un moment où les gardes étaient relevés. Et je suis sorti dans la rue, j'ai réussi, j'ai traversé la rue Nélaton, je crois c'est. J'ai essayé de marcher décontracté jusqu'au boulevard, et là j'ai pris mes jambes à mon cou. Et c'est là où j'ai commencé à avoir entendre des voix, avoir des... Et puis, depuis ce moment-là, il y a des cauchemars. Et à 12 ans, je me suis retrouvé sur le trottoir, à Paris, sans argent, sans réellement de point de chute. Un extrait de cette série documentaire consacrée à la rafle du Veldiv, récit d'un crime français, Alain Lefkovitch, Séverine Cassard. On se retrouve, Annette Viviorca et Karen Tayeb, dans quelques instants. Nous serons en compagnie de Léon Plasek. Léon Plasek a été déporté à Bergen-Belsen à l'âge de 10 ans. C'est le titre de son ouvrage, publié aux éditions Le Cherche Midi, écrit avec Philippe Legrand. Il sera dans ce studio. Il n'avait pas témoigné. Il a décidé aujourd'hui de dire ce qu'a été cet épisode de sa vie. Il est 8h sur France Culture. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. C'est donc une matinale sur la mémoire, la rafle du Veldiv, récit d'un crime français, c'est LSD, la série documentaire disponible sur France Culture et sur l'appli Radio France dès aujourd'hui. C'est en partenariat avec le mémorial de la Shoah et nous sommes en compagnie de Karen Tayeb qui est responsable des archives au mémorial de la Shoah. Alain Lefkovitch, vous avez signé cette série documentaire en compagnie de Séverine Cassard qui l'a réalisée. Annette Viviorca, vous êtes historienne spécialiste de la Shoah. Et puis nous accueillons Philippe Legrand et Léon Plasek. Léon Plasek, vous venez de publier ce livre que vous avez coécrit donc avec Philippe Legrand. J'avais 10 ans à Bergen-Belsen, publié aux éditions du Cherche Midi. Et je dois dire, je suis particulièrement ému de vous recevoir parce que, je dois le dire aux auditeurs, vous étiez le comptable de mon père.
Et jamais je n'ai su que vous étiez déporté, alors que dans ce petit milieu, on savait qui était déporté, on en parlait. Vous ne l'avez jamais dit. Pourquoi, Léon Plasek? Je n'ai jamais dit que j'ai été déporté parce que c'était dans ma mémoire lointaine. J'avais autre chose à penser. Pour moi, c'était l'avenir. Le passé était le passé et nous vivons dans l'avenir. Je sais bien qu'il faut connaître son passé pour aller dans l'avenir. Mais bon, pour moi, c'était l'avenir. Votre histoire, c'est celle donc d'un petit enfant juif qui habitait Paris. Et puis, un matin, eh bien, on frappe à votre porte. Qu'est-ce qui s'est passé, Léon Plasek? Il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. Une première fois, les policiers sont venus frapper à la porte et comme ma mère avait un papier par lequel était inscrit que mon père était prisonnier de guerre. Donc, nous avons été pas libérés, mais enfin, on nous a laissé tranquilles. On nous a dit, pour vous, il n'y a pas de problème. Quelque temps après, les policiers sont revenus et on frappait à la porte, tapait très fort. Madame, habillez-vous, préparez une valise, on vous emmène. Ma mère qui hurle, qui pleure, mon mari est prisonnier de guerre, vous vous trompez. Les policiers n'ont rien écouté. Et ma mère était obligée de s'habiller, de préparer une valise. Et nous sommes partis dans un endroit, rue de la Chapelle, où différentes personnes étaient déjà réunies. Et ça a été notre réelle arrestation. En yiddish, on disait qu'on allait à Pichipoy. Oui. Qu'est-ce que ça voulait dire, Léon Pichipoy, Plasek? ça veut rien dire, ça veut dire là-bas. On ne sait pas où, c'est là-bas. Est-ce qu'il y avait des informations, des idées? Vous aviez 10 ans, donc cette question n'a pas vraiment sens, mais qu'est-ce que l'on savait à l'époque? Qu'est-ce que vous imaginiez, Léon Plasek? Moi, j'imaginais rien du tout. Je ne comprenais pas pourquoi j'avais été embarqué 10 ans. Maintenant, nous sommes des adultes, mais il faut se reporter à 10 ans. 10 ans, on ne comprend pas, on suit. Mon frère avait 8 ans encore. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas ce qui se passe. Et on subit et on suit. Vous êtes donc resté avec votre mère et votre petit frère. On vous a emmené à Bergen-Belsen. Et là, c'est quelque chose d'inimaginable. Vous étiez dans ce camp avec, par exemple, Anne Frank, vous le racontez, Léon Plasek. Oui. On est d'abord passé à Drancy. Drancy, dans le camp, nous sommes restés 3 mois. Et au bout de 3 mois, on nous a déplacés dans le camp de Drancy. Nous savions que le lendemain, nous partions. Nous partions où? À Pichipoy. On ne sait pas où. Et effectivement, au bout de quelques jours, nous sommes arrivés à Bergen-Belsen. Bergen-Belsen, le train s'arrête sur... C'est pas une gare, il y a des... Enfin, je ne sais pas comment dire. Enfin, il y a des rails et on s'arrête. Les nazis sont là, et puis les cris commencent à clairer. Descendez, Schnell, Raus, et un camion nous attend. Donc nous montons dans le camion, et puis au bout de 2-3 kilomètres, nous arrivons dans Bergen-Belsen. Et là, vous êtes resté avec votre mère et avec votre frère, et vous avez découvert ce qu'était le camp, Léon Plasek. Oui, nous arrivons donc à Bergen-Belsen. Bergen-Belsen, c'est une immense clairière,
dans une forêt avec plein de camps. Le camp des Russes, le camp des Hollandais, le camp de l'Étoile. En fait, ce sont des camps qui sont séparés par des barbelés. Et donc, à côté de nous, il y avait le camp des Russes. Nous étions dans le camp de l'Étoile. Et donc, on nous attribue une baraque avec des lits à 3 étages. Et on s'installe dans cette baraque. Annette Viviurca, s'il fallait replacer Bergen-Belsen dans le... Je pense qu'il faut, puisqu'on a parlé du Veldiv, des 4000 enfants arrêtés dont aucun n'est revenu, il y a une particularité de Bergen-Belsen qui n'est pas un centre de mise à mort. C'est-à-dire que ceux qui y sont déportés, et en particulier ceux qui ont connu la même expérience que la mère de Léon Plasek, ce sont des juifs éventuellement pour l'échange. Et ce sont des femmes et des enfants de prisonniers de guerre. Et ceux-là ont vécu des choses terribles, mais ils ont pratiquement tous survécu, ils sont rentrés. Alors, ce camp-là, il va changer de fonction à partir, disons, d'octobre 44, quand devant les avances de l'armée rouge et des armées alliées, on commence à évacuer les autres camps et que toute une population se déverse vers Bergen-Belsen. Par exemple, en octobre 44, Margot et Anne Frank sont à Bergen-Belsen et Marceline Joris Ivans le Ridan. Et puis après, février 44, Simone Jacob Weil, sa mère, sa sœur. Et à ce moment-là, le typhus se met dans le camp. Il n'y a plus d'alimentation. Et là, c'est l'horreur absolue. Ça devient un mouroir. Et quand les Alliés, les Britanniques, entrent le 15 avril 1945 dans le camp, c'est un spectacle terrifiant. Et c'est ce spectacle qu'on voit dans ce film d'Alain Resnais, Nuit et brouillard, que toute ma génération et beaucoup d'autres ont vu, les bulldozers qui déblaient les bagages. Donc il y a un paradoxe de Bergen-Belsen qui était prévu pour être un camp d'otages, donc un camp où on ne devait pas mourir, et qui devient, dans les derniers mois de la guerre, un mouroir. La mère de Simone Weil meurt, Margot, Anne Frank meurt, et beaucoup d'autres. Mais comme Léon Plasek, moi j'ai bien connu Albert Bigelman, qui a présidé l'amicale de Bergen-Belsen. Ceux-là ne sont plus à la fin, au moment où arrivent les Britanniques à Bergen-Belsen, parce qu'ils ont été évacués dans un étrange train, qui va les laisser en plan dans un lieu qui s'appelle Trubitz, qui va donc les laisser en plan, en pleine nature. Un certain nombre de gens du train en proie au typhus. Et là, c'est une autre histoire de l'arrivée. Je crois que c'est les Soviétiques qui arrivent. Oui. Et de choc. Voilà. Vous avez passé du temps dans le commun, Léon Plasek, et de quoi vous souvenez-vous lorsque vous vous êtes réveillé, que le camp était donc libéré? Attendez, le coma a eu lieu à Trubitz et non pas à Bergen-Belsen. Donc, nous sommes évacués de Bergen-Belsen parce que les Américains avancent, les Anglais avancent, donc ils veulent débarquer les vivants. Donc, on nous met dans un train, et ce train a voyagé pendant 15 jours, allant à droite, à gauche, devant, arrière, en fonction de l'avancée des Alliés. Et nous arrivons à Trubitz. Le typhus, je pense que l'incubation du typhus est arrivée lorsque j'ai incubé le typhus à Bergen-Belsen, et il s'est déclaré par chance à Trubitz. Et donc, ma mère
je trimballe ma mère, enfin, vous avez vu sur le livre, avec une brouette, et nous arrivons dans le village. Parce que vous étiez avec votre petit frère, oui. Votre mère était malade, elle avait de grandes difficultés à marcher. Oui. Et donc on la met dans un lit, et puis on enlève les bandes qu'elle a sur les jambes, des dizaines de poux apparaissent, et je m'évanouis. Et je m'évanouis parce que le typhus. Donc, je suis resté pendant 15 jours inconscient. Et lorsque je me suis réveillé, j'ai demandé où était ma mère. On m'a dit que ta mère est morte. Philippe Legrand, c'est vous qui avez écrit avec Léon Plassec ce récit. Qu'est-ce que vous avez appris dans cette histoire qui est une histoire absolument terrible et, bon, en un sens miraculeuse, puisque vous êtes là, Léon Plassec? J'ai appris cette mémoire, et cette mémoire, même si on a des éléments d'histoire, comme vous le rappeliez tout à l'heure, à chaque fois c'est un choc, et à chaque fois il est nécessaire, en tout cas c'était mon rôle, de prêter mon stylo plume et stylo micro, on pourrait le dire comme ça, pour faire parler, entendre, être dans une confiance et au fond aller un peu plus loin grâce à ce témoignage qui est celui de Léon, un témoignage vivant, le témoignage d'un homme qui était cet enfant qui a grandi plus vite que d'autres, qui est devenu adolescent, un adulte, et qu'on a au fond la chance d'avoir avec nous. Et cette mémoire-là, c'est une mémoire qui vit, et à travers ce livre, au-delà du devoir, il y a cette volonté de transmettre. Donc oui, j'ai appris, tu ne l'as pas encore évoqué, Léon, mais il y a effectivement des éléments comme le cannibalisme, qui est un point que tu as vu de tes propres yeux et qui est assez peu raconté dans le camp de Bergen-Belsen. Il y a donc aujourd'hui des récits que l'on trouve dans ce livre que vous avez coécrit, Philippe Legrand, votre livre, Léon Plassec, J'avais 10 ans à Bergen-Belsen. Il y a aussi ces témoignages que l'on retrouve dans cette série documentaire, et j'aimerais vous faire entendre un extrait, la voix de Maurice Oxenberg. Il avait 13 ans en 1942. Le lendemain, quand on est retourné à l'école, effectivement, tous les gosses juifs n'étaient plus là. Ça, vous vous en souvenez? Ça, je m'en rappelle. Oui. Mais on ne savait pas. Vous savez, bon, on nous racontait qu'on les avait embarqués, mais c'était pour partir, qu'ils étaient regroupés dans certains endroits. On n'imaginait pas les camps de la mort. On ne les imaginait pas. C'était impossible à imaginer. Impossible. Vous n'avez pas vu d'autobus, de choses comme ça, le 16 juillet? Le 16 juillet, j'ai pas vu, on bougeait pas de la maison, à part de cet intermède où je suis descendu, où j'ai parlé à Frida et je suis remonté aussi vite. Vous vous souvenez des dernières paroles que vous avez échangées avec elle? Je lui ai dit au revoir. Un extrait de votre série documentaire, Alain Lefkovitch. Maurice Oxenberg a donc échappé à la rafle. Pourquoi ? Alors il a échappé à la rafle comme un certain nombre de juifs ont échappé à la rafle à l'époque parce que finalement certains d'entre eux ne se sont pas fait recenser comme juifs, c'est-à-dire que se sont méfiés de ce recensement. Donc à partir de 1940, quand Hullard commence à constituer son fichier, beaucoup de juifs y vont parce qu'il est inimaginable que la France, ce pays des droits de l'homme, ce pays qui a offert un statut aux juifs qui deviennent citoyens comme tout le monde depuis Napoléon. Il est inimaginable pour ces juifs qui vont se faire recenser que la France pourrait un jour commettre l'irréparable et donc vendre ces juifs aux Allemands. Donc beaucoup vont se faire recenser, mais beaucoup aussi se méfient de ça. Et donc ceux qui ne portent pas l'étoile, c'est souvent ceux qui n'ont pas été recensés. Donc le 16 juillet 42, lorsque la police vient frapper aux portes, elle ne fait pas, comme on dit, une rafle au papier. Elle sait exactement où elle va. Et ceux qui ne se sont pas fait recenser comme juifs échappent à cette rafle le 16 juillet 42. J'ai sous les yeux, Léon Plassec, votre carte de déporté, c'est la couverture de votre livre. On voit votre photo, vous êtes un
tout petit enfant. C'est absolument inimaginable. Comment on revient à la vie? Donc vous racontez, votre père était survivant, il a survécu. On pense à quoi dans l'après-guerre quand on a été déporté à Bergen-Belsen à 10 ans? J'ai 10 ans, donc je réagis comme un enfant. Je vais à l'école et en fait, si vous voulez, après la guerre, c'est la reconstruction. Il se trouve que j'ai pas la chance, enfin, j'ai pas la chance d'avoir un père qui vit avec de l'argent. Il est très pauvre, donc je vis la vie d'un enfant pauvre. Ça veut tout dire, quoi. Karen Tayeb, ces témoignages, vous les conservez au mémorial de la Shoah. Et il y a aujourd'hui tout un travail qui est effectué pour conserver la mémoire de cette page de l'histoire de France. Et oui, les témoignages se complètent évidemment, se contredisent parfois, et c'est notre rôle de les conserver au mieux pour les années à venir. Malheureusement, on sait qu'avec les années qui passent, les témoins se font de plus en plus rares, et il est important de garder sur tous les supports leur histoire et leur mémoire. Donc, on ne cessera jamais de collecter les documents d'archives, bien entendu, la voix des témoins quand on a encore la chance, comme pour Léon, de les avoir à nos côtés, et pour le plus longtemps possible, j'espère. Et c'est vrai que les situations sont totalement différentes de l'un à l'autre. Alain disait ceux qui ne se sont pas fait recenser ont échappé à l'arrestation. Ce n'est pas toujours le cas. On a des témoignages où on vient arrêter la mère, la fille n'est pas sur la liste et le policier va lui dire tu viens quand même parce que on t'emmène avec ta mère. Et d'autres ont été plus scrupuleux et n'ont arrêté effectivement que les personnes sur les listes. Donc c'est un vrai hasard de la personne sur laquelle on tombait au moment de l'arrestation qui a permis ou pas d'échapper à la rafle. Mais alors, pour ceux qui en doutaient, Annette Viviorca, de manière complètement inimaginable, alors qu'on pensait que l'histoire avait fait son travail, il y a pu y avoir encore des polémiques récentes sur le fait de savoir si Pétain avait ou non protégé des Juifs, preuve que le travail des historiens est encore utile, puisque je dois préciser que cette question ne s'est jamais posée pour les historiens. Non. Au départ, c'est vraiment le recensement. Et pratiquement tous les Juifs se font recenser. On raconte toujours l'histoire de Bergson, qui est en voie de conversion au catholicisme, pour les raisons qu'ont dites Alain, mais aussi par sorte de dignité. On ne va pas cacher qu'on est juif, ou alors parce qu'on est étranger et que les papiers, c'est tellement précieux qu'on ne va pas risquer de se mettre hors la loi. Et c'est à partir de ce moment-là aussi en la France que... Pardon. Parce qu'on a confiance en la France. Parce qu'on a confiance en la France aussi. Donc on a une ordonnance allemande qui est mise en pratique par l'administration française. Et c'est vraiment ça, la collaboration. Et c'est à partir des fichiers établis à la préfecture de police pour la Seine, qui englobe les communes environnantes, ou dans les préfectures de province, qu'on va faire ce travail constant de fichage. Ce qui fait que la caractéristique de la France, c'est que la machine administrative et que les forces de police vont être mis au service de l'Allemagne. Et ça, pour les Français comme les étrangers. Alors on a le cas des enfants qui sont français par le droit du sol, mais il y a aussi un certain nombre de Français de souche, comme on ne disait pas à l'époque, qui sont arrêtés, mais tous sont fichés, spoliés, interdits de profession, mis privés finalement de leurs droits de citoyens. Donc la collaboration n'a en aucun cas épargné ceux qui étaient français de souche. Et l'exemple qu'on donne, que j'aime bien donner, celui de Pierre Masse, qui lui était sénateur, qui a voté les pleins pouvoirs à Pétain,
et qui est mort à Auschwitz. Léon Plasek, le fait de reprendre votre vie normale, vous expliquez que vous auriez bien aimé être médecin, mais la vie en a décidé autrement. Vous êtes devenu expert comptable, comme je l'ai dit. Le fait de reprendre une vie normale dans la société avec un passé d'enfant qui, lui, n'a rien de normal, qu'est-ce que ça a supposé pour vous ? Ça a supposé l'oubli. Enfin, l'oubli, pas l'oubli, mais disons que ne plus penser au passé, penser qu'à l'avenir. Travailler à l'école, travailler après professionnellement, et l'oubli, c'est... Enfin, l'oubli, pas l'oubli, mais je veux dire, mettre ça très loin dans son esprit, pour ne penser qu'à l'avenir, ça permet de vivre. On ne peut pas vivre en pensant constamment à la déportation. Vous avez été déporté, peut-être en partie, on peut dire que vous avez survécu aussi parce que vous étiez avec votre petit frère. Oui, non, j'ai survécu parce que ma mère s'est sacrifiée. Elle nous donnait son petit bout de pain. C'est ce que vous racontez effectivement dans votre livre Léon Plasek. J'avais 10 ans à Bergen-Belsen. Annette Viviorca, il y a eu là aussi des commentaires sur le fait que beaucoup de juifs français étaient indemnes à la fin de la guerre. L'idée qu'il y avait eu un statut spécifique de la France par rapport à la déportation des juifs, qu'en dire ? Le statut spécifique, c'est que effectivement, il y a eu 3 juifs sur 4 qui ont survécu. Mais on peut se poser la question de pourquoi 1 sur 4 et comment 1 sur 4 ont été déportés. Et c'est vrai que tous les historiens, quelle que soit leur sensibilité, nous avons des sensibilités différentes. On a été estomaqués de voir qu'on pouvait revenir sur ces choses-là qui sont établies par des travaux depuis 30 ou 40 ans. Ça signifie aussi peut-être, Annette Viviorca, juste pour l'expliquer aux auditeurs, qu'il y a eu différentes périodes dans la politique anti-juive, à la fois donc des nazis et de Vichy. Oui. Alors, il faut d'abord dire que c'est pas Pétain qui a construit les chambres à gaz, pour faire une formule un peu rapide, mais que c'est parce qu'il y avait cette collaboration que les Juifs sont arrivés jusqu'aux chambres à gaz. Alors, il y a eu effectivement plusieurs périodes. La période de la rafle du Veldiv, suivie, ça on l'oublie, parce que c'est là qu'il y a presque à l'état pur le crime français, suivi par les rafles du 26 et 27 août 1942 en zone dite libre, et ça c'est une particularité française, nulle part dans des zones où un État était normalement souverain, les Allemands ont pu arrêter, donc il y avait 10 000 juifs qui étaient prévus dans les accords Bousquet-Aubert pour être déportés. C'est une particularité française. Donc c'est ça, la particularité française. Mais après, l'opinion publique se renverse. Les églises catholiques et protestantes organisent le sauvetage. Et puis, comme on disait quand j'étais prof d'histoire, la victoire change de camp. Après Stalingrad, l'administration française ne met plus ses forces de police au service d'arrestation. Et on a ce qu'on a vu à Nice et à Grenoble, c'est-à-dire une sauvagerie incroyable des collaborateurs dans l'arrestation des Juifs, mais des résultats qui sont moindres que quand c'est l'administration française qui coopère. Annette Viviorca, historienne spécialiste de la Shoah, Karen Tayeb, responsable des archives au mémorial de la Shoah, Alain Lefkovitch,
On retrouve donc votre podcast en 8 épisodes à télécharger dès maintenant sur le site de France Culture ou sur l'appli Radio France, ou à écouter bien sûr sur l'antenne, la série documentaire. Donc c'est du lundi au jeudi à 17h. Philippe Legrand, Léon Plasek, merci beaucoup d'avoir accepté d'être dans ce studio. J'avais 10 ans à Bergen-Belsen, c'est le titre de votre ouvrage publié au Cherche Midi.